Donc bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour passer cette heure ensemble. Je me répète, mais on est ravis de vous proposer ce webinaire, ce midi. Hem, N'hésitez pas tout d'abord à nous interpeller dans le chat si vous avez des interrogations. L'équipe de Réseau Alliance, est présente pour vous répondre. On a également un temps de questions-réponses qui sera prévu, à la fin du webinaire, temps sur lequel, Sébastien et Michel pourront répondre à vos interrogations. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, on les prendra au fur et à mesure et nos invités tâcheront d'y répondre, en fin de webinaire. Pour me présenter, je suis Léonore Moyon, je suis chef de projet événements et ressources chez Réseau Alliance depuis maintenant 5 ans et je suis accompagnée aujourd'hui de mon collègue Sébastien Verbeek qui est chef de projet RSE chez Réseau Alliance. Hello Sébastien, si tu peux te présenter? Bonjour. Pour passer cette petite heure avec nous sur le sujet de la transformation de nos modèles, éco, on est ravis d'accueillir, Michel, Meunier, dirigeant entrepreneur de Janus, donc qui est une entreprise spécialisée dans l'entretien du patrimoine bâti et à bâtir sur la menuiserie, la serrurerie, la vitrerie. Vous êtes également société à mission et lauréat 2021 des trophées de l'économie responsable, mention or et coup de cœur du jury, il me semble. C'est ça, Michel? Ouais, c'est ça, avec grand plaisir d'être avec vous et de partager ce moment ce midi. Eh ben merci à tous les 2 d'être là aujourd'hui, ce midi. Je suis pas sûre que tout le monde, connaisse Réseau Alliance, que tout le monde sait qui on est et ce qu'on fait. Donc je vous propose, très rapidement de revenir sur qui on est, qui est Réseau Alliance, et après on rentrera dans le vif du sujet. En quelques mots, Réseau Alliance, on est un réseau d'entreprises et d'organisations engagées dans l'économie responsable dans les Hauts-de-France. Notre mission à nous, c'est d'accompagner, nos adhérents selon leurs besoins, pour qu'ils puissent se transformer, durablement, tout simplement. On a été créé il y a 30 ans, donc on fête bientôt nos 30 ans. Peut-être que vous verrez passer sur nos réseaux, les temps forts et actions qu'on va mener, pour cet anniversaire, notamment en 2024. On a été créé par 3 dirigeants avec cette idée un petit peu de fédérer tous celles et ceux, qui souhaitent s'impliquer, sur le territoire, partager de bonnes pratiques et continuer de s'améliorer en gardant un temps d'avance. Donc Réseau Alliance est, vraiment un espace de rencontre et de coopération, pour les acteurs, du territoire des Hauts-de-France. Nos métiers, ça va être à la fois de sensibiliser, pour embarquer le plus grand nombre, pardon, et accompagner pas à pas les acteurs selon, leurs besoins, en leur donnant des outils et des méthodes qui sont assez variées. Toutes ces actions, elles sont menées au regard des réalités, un esprit un peu de coopération permanente, avec les acteurs qui soient, locaux, nationaux et internationaux. Parce que même si on reste un réseau, régional, on a cette nécessité de collaborer avec l'ensemble du tissu économique, donc national et international, également. On compte, 380 adhérents, et partenaires, des TPE, PME, des grandes entreprises ou organisations, des associations, des établissements, vraiment, on a toute taille, tout secteur d'activité, confondu. Et on est basé à Marcq-en-Barœul, près de Lille. Donc on agit sur tout un ensemble d'axes que vous voyez sur la slide. Alors je vais pas entrer dans le détail parce qu'on fait beaucoup de choses mais très, très brièvement, on propose à la fois des actions de sensibilisation. Donc on organise chaque année environ, une centaine de rencontres avec, le World Forum, qui est, le grand temps fort de Réseau Alliance, et les trophées de l'économie responsable qui est l'action historique, dont je parlais précédemment en présentant Janus. Et également, tout au long de l'année, on a plusieurs actions, sur les différents prismes de notre activité. On propose aussi de l'accompagnement collectif. Je vous en parlais juste avant. On anime plusieurs communautés d'acteurs autour de nos axes d'expertise, en capitalisant sur le retour d'expérience, parce que c'est par le retour d'expérience et le partage de bonnes pratiques, que les entreprises, que les organisations vont changer, doivent changer. Donc on favorise un maximum les coopérations entre acteurs d'un territoire. C'est vraiment ça le cœur de notre métier. Et on a également une partie accompagnement individualisé et personnalisé de nos adhérents, où on intervient auprès des entreprises pour les accompagner sur une ou plusieurs problématiques ou axes donnés. C'est très j'essaie d'être succincte, mais voilà, on a tout un tas d'actions qu'on mène,
tout au long de l'année et sur différents prismes. Donc voilà pour la recontextualisation Réseau Alliance. Je vous propose qu'on passe peut-être, maintenant au cœur des échanges avec ce webinaire, qui est proposé, ce matin par Sébastien et avec l'intervention de Michel, pardon. Sébastien, si tu veux prendre la main. Bien. Alors, en tant que chef de projet RSE chez Réseau Alliance, ça fait 6 mois maintenant que j'y suis. J'accompagne les dirigeants vers de nouveaux modèles économiques. C'est la partie modèle économique innovant que vous voyez affiché à l'écran. Et j'ai moi-même expérimenté effectivement le rôle de dirigeant en tant que chef d'entreprise pendant 3 ans avant de rejoindre Réseau Alliance. Ce que ça m'apporte aujourd'hui, c'est surtout une compréhension plus précise du rôle de dirigeant et la nécessité de mettre la durabilité au cœur de son modèle économique, puisque moi-même, j'ai pu l'expérimenter. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous convaincre de passer le pas et je me suis fait accompagner de Michel pour témoigner de son parcours, on y viendra. Avant tout, peut-être introduire quelques notions quand on parle de durabilité. Donc, d'abord, on commence la durabilité en présentant le développement durable. Donc, le développement durable étant le développement économique qui se veut efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Donc, c'est la rencontre de 3 piliers, hein, le pilier écologie, social, économie, pour donner de la durabilité comme un fonctionnement harmonieux sur le long terme. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que depuis 2015, l'ensemble des États membres de l'Organisation des Nations Unies ont adopté 17 objectifs de développement durable, qu'on appelle les ODD, et qui constituent à l'horizon 2030 un appel universel à l'action pour éliminer la pauvreté, protéger la planète et améliorer le quotidien de toutes les personnes partout dans le monde, tout en ouvrant des perspectives d'avenir. Donc, quand on parle de durabilité, on fait surtout référence au développement durable. Quand on parle de rentabilité, on fera plutôt référence au modèle économique. Et le modèle économique repose essentiellement sur 4 composantes. Donc, qui sont d'abord le modèle d'échange, ou les formes d'offres et de consommation sous-jacentes. Ici, on se pose la question plutôt de savoir comment s'organise l'échange ou comment vend-on un produit, un service. Dans un modèle classique, on fera plutôt référence à une offre standardisée, à une logique de marché, à la propriété du bien ou aux unités de facturation qui ne sont pas forcément représentatives de l'ensemble de la valeur apportée au client. Deuxième composante du modèle économique, c'est le modèle de production et les formes d'organisation du travail, les leviers de productivité, les modalités de mobilisation des ressources que cela implique. Donc, plutôt savoir comment s'organise la production dans un modèle plutôt classique, pardon. On parlera de division des tâches, de spécialisation, d'organisation en silos, de levier de productivité et effectivement d'évaluation du travail par les résultats. Autre composante du modèle économique, c'est le modèle d'affaires et les modalités de répartition de la valeur sous forme monétaire. Comment dégage-t-on de la rentabilité dans l'entreprise? Ici, dans un modèle classique, on sera plutôt sur produire plus et vendre plus de biens ou de services, avec une répartition de valeur plutôt construite autour des concepts de la chaîne de valeur. Et enfin, une quatrième composante qui est le modèle de gouvernance, avec une organisation plutôt pyramidale dans un système classique, et comment s'exerce le pouvoir et le partage de la responsabilité entre les parties prenantes. Souvent, on observe que les externalités négatives comme positives ne sont pas la responsabilité des entreprises. Donc, c'est ce qui va définir plutôt la partie rentabilité, c'est quand on parle de modèle économique. Alors, on va se poser la question de pourquoi changer, hein. Dans une logique de volume, vendre plus pour gagner plus, encourage les entreprises à produire toujours plus, à aller sur un marché qui sature, en fait. On va se rendre compte que il y a de plus en plus de concurrence et que la quête du volume devient un problème en soi, ce qui amène à des pressions sur les collaborateurs, qu'on le veuille ou non, aller toujours plus vite, être plus productif
va amener effectivement à des problèmes liés au travail, que ce soit le burn-out, les risques psychosociaux ou la souffrance au travail. On parlera aussi de pression sur les ressources, qu'elles soient naturelles ou environnementales, avec un épuisement de ces ressources et un impact néfaste sur l'environnement. On observe aussi que dans une position linéaire de la chaîne de valeur, il y a une pression de la part des autres acteurs et certains vont capter plus de valeur que d'autres dans la répartition de cette valeur. Donc voilà maintenant pourquoi il faut changer et comment, ben, avec l'exemple et avec les échanges qu'on va illustrer via la présence de Michel, je vais peut-être aussi un petit peu réintroduire quelques solutions de modèle économique durable, à commencer par le modèle économique collaboratif, donc l'économie collaborative, qui est qui est un modèle plutôt socio-économique qui repose sur le partage ou l'échange de biens, de services, de temps ou de connaissances, avec ou sans échange monétaire. Les acteurs qui contribuent à l'économie collaborative privilégient l'usage au détriment de la possession, et on se rend compte que c'est plutôt un modèle en opposition au modèle de consommation individuelle classique, et présent dans bon nombre de secteurs d'activité en France, comme le logement, le transport, on a aussi l'alimentation. Des exemples simples, Blablacar, Cocoli, Home Exchange, qui sont plutôt des domaines où se fait l'économie collaborative. On parlera aussi d'une autre solution qui est l'économie circulaire, donc, qui est plutôt un modèle économique où l'idée c'est de produire des biens et des services de manière durable, tout en limitant la consommation de ressources et le gaspillage aussi de ces ressources. C'est un modèle qui s'inspire plutôt d'un fonctionnement cyclique des écosystèmes naturels et qui repense le modèle de production et de consommation en opposition au modèle de l'économie linéaire. Et l'économie circulaire consiste à extraire, fabriquer, consommer, enfin plutôt en opposition justement au modèle où on extrait, fabrique et on consomme, on vient à recréer des chaînes de valeur qui sont plutôt circulaires. Là, on citera plutôt des exemples comme Michelin ou Xerox qui s'engagent pardon, dans l'économie circulaire. Un troisième modèle qu'on peut citer aussi, c'est effectivement l'économie sociale et solidaire, appelée ESS, qui est une économie qui recherche à allier le partage, la solidarité et l'utilité sociale, qui est effectivement encadrée par une loi, hein, la loi ESS du 31 juillet 2014. Et dans l'économie sociale et solidaire, elle se définit comme un mode d'entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l'activité humaine, à partir du moment où les conditions suivantes sont remplies, c'est que l'entreprise s'engage à un but autre que le seul partage des bénéfices, à une gouvernance démocratique et une lucrativité plutôt limitée. Alors là aussi, hein, d'autres exemples comme Biocop, Artisans du Monde, qui sont plutôt organisés en économie sociale et solidaire. Et enfin, celui qui nous parle le plus chez Réseau Alliance, c'est l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, appelée aussi EFC, qui se définit comme l'économie, enfin, plutôt un modèle économique, un système privilégiant l'usage plutôt que la vente d'un produit. L'économie de la fonctionnalité de la coopération vise à développer des solutions intégrées de biens et de services dans une perspective de développement durable. Donc l'ADEME définit aussi un peu son cadre, l'ADEME qui est l'Agence de la transition écologique. Donc l'économie de la fonctionnalité de la coopération est un modèle économique établi sur une nouvelle relation entre l'offre et la demande qui n'est plus uniquement basée sur la simple vente de biens et de services. Plusieurs structures effectivement accompagnent à l'EFC, hein. Je citerai le Club Noé qui déploie grâce à ses adhérents et partenaires l'EFC dans la région des Hauts-de-France.
mais aussi Réseau Alliance, qui sensibilise et accompagne les dirigeants qui souhaitent opérer une transformation de modèle économique. Et c'est le cas de Michel, qui a suivi un parcours en 2021 à Beauvais avec Réseau Alliance et qui va témoigner aujourd'hui de ce parcours. Donc Michel, je vais te laisser la parole et peut-être représenter un peu des éléments de contexte, si tu le souhaites. Oui, merci beaucoup, Sébastien. Donc vous voyez sur la petite slide qui vous est présentée, en fait l'idée c'était un petit peu de planter le décor avant de démarrer le sujet dont on va parler. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi les entreprises doivent changer de modèle économique? Tout simplement parce que, comme vous le voyez ici à l'écran, nous vivons dans un monde fini avec des ressources finies, et à la vitesse où on consomme et on utilise le monde, on est en train de détruire ce qu'on appelle les conditions d'habitabilité de la planète pour nos enfants et nos petits-enfants. Donc c'est un devoir de responsabilité, tant sur les problématiques de CO2 sur lesquelles je pourrais revenir sur l'intervention, mais ensuite j'essaierai de faire des réponses courtes pour avoir du temps avec les échanges avec vous, que sur une question qui est souvent omise et oubliée, qui touche à la 7e extinction de masse, qui est la perte de biodiversité, ce que représente ce schéma, qui est en fait aujourd'hui le collapse, ou en tout cas ce qui va le plus impacter en fait les modèles économiques. Et juste pour clôturer ça, pour que vous ayez une ordre de grandeur, Pavan Sukhdev, qui est un Indien prix Nobel d'économie en 2012, indiquait dans un rapport, et c'est aujourd'hui avéré, qu'à la vitesse où nous, modèles économiques, entrepreneurs, détruisions par nos modèles économiques les écosystèmes, nous devrions payer pour remplacer ce que les écosystèmes et la vie nous offraient gratuitement. Le poisson, l'abeille qui pollinise, c'est à peu près à l'échelle de la planète aujourd'hui 2000 milliards de dollars que nous devons en modèle économique dans nos entreprises dépenser parce que nous avons détruit des services écosystémiques qui étaient gratuits. Donc la nécessité de changer de modèle économique, elle est à la fois en durabilité pour nos enfants et nos petits-enfants en responsabilité de chef d'entreprise, et elle est à la fois pour adapter le modèle à un monde qui est fini avec des ressources finies. Bien, merci Michel. Donc si on essaie effectivement de construire un petit peu un témoignage aujourd'hui autour du parcours que tu as suivi avec Réseau Alliance, moi j'avais quelques questions à te poser, et notamment plutôt pour répondre à l'opération du changement de modèle économique, à savoir quels sont les déclics qui t'ont amené à changer de modèle, et plutôt comment tu y as répondu une fois que tu as pris en considération ces déclics. Pour faire un retour sur ce que je viens de dire précédemment sur la finalité de l'entreprise, la première question pour nous du changement de modèle économique a été en fait, quelle est la finalité de l'entreprise? C'est-à-dire qu'effectivement, avant la loi Pacte, qui a permis l'entreprise à mission, l'entreprise n'existait pas dans le droit. Ce qui existe, c'est le droit des sociétés, c'est-à-dire le droit pour les actionnaires de mettre ensemble des moyens humains, matériels, technologiques pour réaliser une plus-value et une rentabilité sur le capital investi, ce qu'on appelle rentabilité. Et donc la vraie question qui est pour moi, c'est à quoi sert l'entreprise? Et je suis intimement convaincu, sur une idée qu'on défend chez Janus depuis maintenant 2020, que l'économie doit être au service de la vie, c'est-à-dire que l'entreprise doit être au service du bien commun et de l'intérêt général pour ne pas perturber et engager les générations futures dans ces conditions d'habitabilité dont je parlais, de la planète dont je parlais tout à l'heure. Et donc, c'est remettre au sens des actions des dirigeants sur à quoi sert l'entreprise, quelle est la finalité, quel est le sens que l'on donne à son activité. D'accord. Et comment effectivement avez-vous identifié que c'est le changement de modèle économique qui vous permettait de répondre à ces enjeux? En fait, en devenant société à mission, ce qui est assez intéressant dans la loi Pacte, c'est que l'entreprise a été reconnue dans le droit. Enfin, on reconnaissait un écosystème et quelque chose autour du capital immatériel comme un élément extrêmement important. Et du coup, on a réussi à retirer l'économique, et on le voit bien dans le développement durable, à un moment donné, tu mettais social, environnemental et économique. Et ça, c'est une vision qui est aujourd'hui une vision erronée du monde. Si on revient à l'origine de l'oikos, qui a créé les mêmes racines, oikos nomos économie, oikos locos écologie, la gestion de la maison, c'est-à-dire la gestion de son lieu de vie. Et donc, il faut repositionner l'élément. À quoi sert l'entreprise? En fait, l'économie, ça n'est pas une fin, c'est ce que dit le sociologue Gaston Geoffroy. Il nous dit que si on s'arrêtait, vous et moi, de respirer pendant 10 minutes, nous allions tous mourir. Et pourtant, nous ne vivons pas pour respirer.
Et en fait, on ment aux chefs d'entreprise depuis 40 ou 50 ans dans un monde de financiarisation. On fait croire aux chefs d'entreprise que l'entreprise est là pour gagner de l'argent. Non, gagner de l'argent devient une fin et non pas un moyen. Et donc la décision d'entrer dans le statut de société à mission de façon opérationnelle permet pour nous, de dire que l'on veut mettre l'économie au service de la vie et donc de changer le modèle économique autour du fait que l'entreprise d'abord, elle doit servir le bien commun et l'intérêt général, et que la seule contrainte qu'elle a, sinon elle meurt dans une économie classique, c'est de gagner de l'argent. Mais donc d'inverser la tendance et de faire qu'à un moment donné, on puisse avoir d'autres outils de mesure d'une performance qu'on pourrait appeler globale, et pas uniquement mesurer la performance d'une entreprise à l'aune simplement du bilan financier. Très bien. Très bien. Donc une entreprise, c'est aussi plusieurs parties prenantes, hein, c'est des acteurs qui vous entourent. Et comment justement ce changement a fait évoluer les relations avec vos parties prenantes? On parle effectivement de clients, de fournisseurs, de collaborateurs, mais aussi de la collectivité qui peut vous entourer. Est-ce que vous avez des exemples à nous citer? Euh, en fait, ce qui est intéressant justement dans le réseau Alliance, puisque c'est intéressant de regarder les racines de ça, c'est réseau, c'est-à-dire que si on veut changer de modèle économique, on ne peut plus être dans un modèle économique de la compétition. Hein, il y a quasiment, quand on regarde et qu'on observe le vivant ou la vie, il y a peu de compétition dans la nature, comme il y a peu de déchets. Hein. Il n'y a que l'homme qui sait créer du déchet, et il n'y a que l'homme qui sait créer de la compétition. La nature, elle est plutôt en coopération. Et donc, on va modifier le système en coopérant avec l'ensemble de ses parties prenantes. Et donc, c'est ce que nous, on a essayé de faire dans notre modèle de transformation, avec en plus, au regard de ce que tu disais tout à l'heure, l'avantage d'avoir une collectivité. Et on était très intéressé que la communauté d'agglomération du Beauvaisis s'intéresse sur un territoire à comment on pourrait trouver des modalités d'économie de la fonctionnalité et de la coopération en passant sur une idée que à deux, on est plus fort que tout seul, et donc que si on est en capacité de pouvoir réunir ses clients, ses salariés, ses fournisseurs, son territoire, donc l'ensemble des parties prenantes, y compris la politique, à une réflexion de modification des modèles économiques pour aller vers les modèles économiques que tu as présentés tout à l'heure, plutôt des modèles économiques de la coopération et de la fonctionnalité, ça pourrait permettre de résoudre les problèmes auxquels on est confronté et qui ont été mon propos liminaire, c'est-à-dire le sujet du carbone d'une part et le sujet de la biodiversité ou de la diversité des espèces de l'autre. D'accord. Et tu as impliqué effectivement les salariés dans ce changement de modèle? Alors, on a impliqué toutes les parties prenantes. Hein. Dès 2020, on a démarré la première année avec, malgré la période Covid, puisque nous, on a été reconnus société à mission le 18 juillet 2020. Hein. C'est ce qui nous a permis d'avoir un peu de publicité et de promotion, puisque nous avons été dans le bâtiment, en tout cas en seconde œuvre, la première société à mission française qui s'est engagée dans la transformation de son modèle économique. Donc, on l'a fait en séminaire, c'est-à-dire que la raison d'être, les valeurs qui sont aujourd'hui le socle, la raison d'être étant la vision, la vision un petit peu quand vous rentrez dans une transformation, c'est-à-dire une démarche, si on regardait un petit peu ça sous la forme d'un escalier, c'est-à-dire les marches que l'on va gravir, la raison d'être, c'est l'étoile du Nord. Et donc toute la transformation va consister à monter des marches avec l'ensemble des parties prenantes et de temps en temps de se retourner, regarder le programme que l'on fait. On est encore demain en formation avec tous les salariés de l'entreprise autour de la responsabilité élargie du producteur dans le bâtiment avec la question des déchets. Et ça, on l'a fait avec toutes les parties prenantes. Les salariés en séminaire minimum une fois par an, les fournisseurs, parce que comme on voulait avoir l'impact CO2 des produits suite à notre bilan carbone, on a impacté les fournisseurs en leur demandant un engagement très ferme pour continuer à travailler avec eux. Les clients aussi, on a fait un travail, c'est un peu plus compliqué, mais écoutez, ça porte ses fruits. Les collectivités, quand elles sont à l'origine de l'EFC, elles nous tendent la main pour dire, regardons comment on peut coopérer sur un territoire. Et puis, les écoles, enfin, je veux dire, on a vraiment eu un écosystème complet du territoire qui s'est mis en mouvement autour d'une réflexion collective sur une évolution du modèle. Et puis, quand on fait ce type de modèle, je veux dire un gros mot, vous m'excuserez, nous, on a fait une matrice de matérialité qui est sur notre site internet. Hein. Toute la documentation est à disposition. Et on a en fait posé une question sur toute notre transformation à toutes nos parties prenantes que nous avons classées par rapport à leur attente et leur ambition pour nous donner sur, j'en sais rien, peut-être les 30 projets que nous avions à mener, année par année, ceux par lesquels il fallait commencer pour d'abord répondre aux attentes des parties prenantes, y compris la nécessité
J'y tiens en termes de gouvernance, puisque tu en as parlé tout à l'heure, et c'est essentiel, le mode de changement de gouvernance, la coopération contre la compétition, c'est aussi pouvoir coopérer avec l'ensemble de ces parties prenantes. On a ça dans la société à mission avec le comité de mission, c'est aussi avoir des représentants du vivant. Et nous, dans notre comité de mission, nous avons l'association Auré et l'association Agrillon qui est dans l'Oise, qui représentent le vivant. C'est-à-dire que nous avons donné voix pour que le vivant puisse être représenté au regard de nos objectifs stratégiques et qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui lève le doigt en disant est-ce que vous vous occupez des oiseaux aussi? Est-ce que vous vous occupez des abeilles? Est-ce que dans votre mode d'activité, dans votre modèle économique, vous n'êtes pas en train d'artificialiser les sols et de tuer, par exemple, tout ce qui se passe sous la terre? Et ça, c'est quelque chose qui se fait naturellement maintenant en coopération. Et pour terminer, je suis un peu long, pardon, mais en termes de coopération, ce qui est intéressant, c'est que nous avions un prospect chez qui nous essayons de rentrer depuis 5, 6, 7 ans, et la personne qui est venue représenter, hein, c'est le client Oise Habitat, Cécile Fuge, qui est la directrice du patrimoine, qui est rentrée il y a 2 ans dans notre comité de mission, et depuis, c'est devenu notre client. En plus, c'est extrêmement vertueux de rentrer en mode de coopération avec ces parties prenantes. Ben, c'est de, consolider un petit peu votre stratégie et sortir de votre isolement. Et en même temps, ben, vous voyez que vous pouvez aussi faire du business et développer de l'activité avec des prospects qui deviennent des clients. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement positif. Très bien, très bien. Tu parlais d'innovation aussi, et c'est un peu le deuxième axe que je voulais creuser avec toi. Quand on parle de nouveaux modèles économiques, on parle d'innovation dans une transformation que tu as opérée. Donc concrètement, qu'est-ce que tu as changé dans ton entreprise suite à la formation à l'EFC? Oui, alors c'est vrai qu'on a eu la chance ou la malchance, j'en sais rien, mais en tout cas en termes de diversité, sur les 9 membres du groupe qui ont travaillé avec la communauté d'agglomération du Beauvaisis sur l'EFC, nous avions 4 entreprises qui, de près ou de loin, étaient attachées au monde du bâtiment. Et donc, très très vite, s'est posé la question des déchets sur lequel nous, on avait travaillé depuis 2020, puisque depuis 2020, chez Janus, on trie en 7 flux. Et depuis mai dernier, est arrivé dans le bâtiment ce qu'on appelle la REP, la responsabilité élargie des producteurs. Et donc, comme on avait déjà anticipé, on a travaillé un travail de coopération avec l'ensemble des acteurs du territoire. Alors, quand on parle des acteurs du territoire sur le bâtiment, ça va être les collectivités, puisqu'ils collectent quand même alors pas dans le cadre des éco-organismes, mais ils collectent la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. On a une particularité dans le département dans lequel on est, dans l'Oise, puisque 80% des déchetteries qui recevaient les déchets des professionnels étaient gérées par le syndicat mixte des déchets de l'Oise, donc une structure qui est une structure publique qui a décidé de se retirer. Et donc du coup, les acteurs professionnels ou les acteurs privés se sont retrouvés en devant du marché. Et donc de réfléchir non pas simplement à comment on va gérer les déchets, comment on va offrir aux entrepreneurs, avec cette éco-contribution qui est mise en place par l'État, la récupération de leurs déchets en 7 flux, mais comment on va les accompagner à la création d'un écosystème sur un territoire qui est un écosystème 360 degrés. Je m'explique. On ne peut pas voir la question des déchets, la responsabilité élargie des producteurs. Déjà, elle a 2 volets. Elle a un volet pour ce qui existe, c'est-à-dire comment on va gérer les déchets en 7 flux. Ça, c'est le premier volet. Souvent, c'est ce que voient les gens. Sauf qu'elle a un deuxième volet, c'est comment les produits de demain sont des produits que l'on crée avec une analyse du cycle de vie, avec une empreinte carbone, avec une information au client pour faire que demain, le client, moyennant une information, puisse avoir des produits qui sont durables. Par exemple, il n'est plus demandé aux fabricants du bâtiment de donner une durée de vie du produit, enfin de garantie, pardon, mais une durée de vie. Hein, globalement, sur un produit où vous avez 5 ou 10 ans en garantie, demain, vous allez avoir 20 ou 30 ans en vie. Et donc, ça modifie aussi la fabrication et le travail de l'ensemble des fabricants dans l'écosystème que l'on a créé, qui consiste à dire demain à nos fournisseurs, en ce qui concerne Janus France, uniquement français. On a 100% de nos fabricants qui sont en France et on n'achète que des produits français dans notre démarche de transition écologique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça demande un travail de fond en écosystème avec l'ensemble des partenaires. Et donc, sur le territoire, on a créé depuis 3 ans avec les collectivités, c'est-à-dire les communautés de communes, les maires, mais aussi toutes les entreprises qui gravitent autour de la question des déchets, y compris le syndicat mixte de la vallée de l'Oise, un écosystème de gestion des déchets du bâtiment sur 4 projets qui sont aujourd'hui en fin d'aboutir, qui sont une déchetterie pour recevoir les déchets, les trier en 7 flux, une recyclerie pour offrir au grand public aussi la capacité d'acheter des produits du bâtiment d'occasion, ou en réemploi,
ou sur les erreurs de cote, ce qui n'existe absolument pas aujourd'hui. Vous avez des recycleries de tout, des vêtements, des produits, des ameublements, des disques, etc., des jouets. C'est formidable. Dans le bâtiment, c'est quelque chose qui va émerger, qui va se développer, puisque la loi désormais l'oblige, mais sur un écosystème territorial. Nous avons aussi travaillé à la gestion des chantiers, comment va être géré sur les chantiers l'homme vert pour trier à la source, et puis au démantèlement des menuiseries. Parce qu'il y avait un problème, enfin il y a un problème qui a été identifié aujourd'hui, on embête le particulier pour aller trier sa bouteille de verre, et quand vous êtes un professionnel, ben, globalement aujourd'hui, hein, je suis assez scandalisé de dire ça, vous m'excuserez, je suis dans le bâtiment, et même si je suis au conseil d'administration de la Fédération française du bâtiment, je trouve que la Fédération du bâtiment a un discours extrêmement politique, et un discours peu dans la réalité de la modification des modèles économiques des entreprises du bâtiment. Et donc aujourd'hui, on enfouit, nous professionnels du bâtiment, 400 000 tonnes de menuiserie par an sous terre. Ce qui est assez scandaleux. Et nous ne recyclons que 4% du verre à plat. Et donc il y a un projet dans le cadre de la REP, toujours non pas sur la question déchets, cette flux, mais sur la question du démantèlement, de créer de l'activité, donc de créer de l'emploi. Ça aussi, dans l'écosystème d'un territoire, c'est important. Pour créer avec l'économie sociale et solidaire, et notamment les associations locales, des chantiers ou des ateliers d'insertion pour pouvoir récupérer sur tous les chantiers, notamment dans le cadre de la transition écologique et tous les travaux de rénovation à la performance énergétique des bâtiments, des écoles, des mairies, mais aussi du logement social que sont nos clients aujourd'hui, l'ensemble des menuiseries pour pouvoir les démanteler. D'un côté, faire que le plastique ne soit plus enterré, mais recyclé avec des sociétés comme VK, qui est partenaire de l'opération, et de l'autre côté, qu'on puisse faire de l'emploi, mais aussi qu'on puisse augmenter le recyclage, le taux de recyclage du verre à plat en France. Donc on match à la fois toutes les cases de ce que tu as présenté tout à l'heure, c'est-à-dire on a, grâce à l'éco-contribution, un modèle économique qui est financé. On a un programme social où on est en train de réfléchir aussi avec les OPCO, qui sont les organismes paritaires collecteurs agréés par branche, aux métiers de demain, à former et à réfléchir aux nouveaux métiers du bâtiment dans le cadre de la transition écologique. Donc on a vraiment un écosystème complet, voilà, qu'on met en œuvre depuis 3 ans. Le projet, je pense, a encore 1 an à être mature, mais en tout cas, on a su, voilà, réunir l'ensemble des acteurs sur le territoire pour travailler à ce projet depuis 3 ans. On n'en est pas peu fiers. Ouais. Bravo, effectivement, ce sont des beaux exemples de collaboration, de coopération même, on pourrait dire, hein, et c'est effectivement un des aspects de l'EFC, hein, c'est d'illustrer effectivement les coopérations qui existent sur les territoires. Et comme dans l'EFC, on parle aussi de couches servicielles, ma question suivante, c'est plutôt de savoir en quoi intégrer une dimension servicielle dans son offre est une forme d'innovation. Si tu as aussi un exemple dans ce cas à nous partager. Nous, on s'est posé la question. Alors, voilà, c'est très compliqué. C'est pas complexe, mais c'est compliqué au regard des freins, parce qu'on est dans la conduite du changement. C'est-à-dire que dans l'entreprise, se reposer la question, on l'a fait en séminaire, hein, quand on parlait de coopération d'entreprise, on a fait le matin une fresque du bâtiment pour faire comprendre à l'ensemble des collaborateurs quelle était notre empreinte dans l'activité. Et l'après-midi, on a travaillé à l'ACV des produits que l'on achète et qu'on pose, y compris à comment on pouvait allonger la durée de vie des produits. Et c'est vrai qu'on s'est très très vite, fin 2020, début 2021, on a été confronté au sujet suivant. Mince, comment nous pourrions allonger la durée de vie des produits du bâtiment? Et donc très très vite, il a été assez simple de faire une offre qui consistait à proposer à nos clients, État, collectivités, bailleurs sociaux, pour leur offrir une offre qui leur proposait de passer d'une maintenance curative où globalement nos clients nous disent mais on a un marché à bon de commande qui est un marché d'entretien. Oui, mais quand on nous appelle, c'est trop tard. C'est que c'est en panne, c'est que c'est malade, c'est que c'est pourri, c'est que ça n'a pas été entretenu. Et donc, nous, on aimerait remonter d'un cran en arrière en disant 2 choses. 1, est-ce que vous aimeriez qu'on puisse expérimenter sur le territoire la mise en œuvre d'une maintenance préventive, par exemple, sur les portes de hall, qui permettrait une révision globalement à peu près sur une porte de hall, c'est 100 € par mois. Une porte de hall, c'est 10 000 €. Donc, vous faites globalement 100 ans de maintenance si vous y passez une fois par an à l'entretenir, plutôt qu'à la remplacer tous les 5 ans, parce qu'elle a été broyée, abîmée, parce qu'elle n'est pas réparée. Ça, c'était la réflexion de base pour lequel, 2 ans après, nous n'avons toujours aujourd'hui aucun client qui est prêt à expérimenter. C'est pas qu'ils comprennent pas le sujet, hein. Ils le comprennent très bien. C'est que ça leur demande
de changer de modèle économique, ça leur demande de modifier leur marché, ça leur demande de créer un nouveau marché juridique, et ils ne sont pas très à l'aise avec la clause expérimentale, même si de mémoire, c'est Martin Hirsch qui l'avait mis en œuvre le premier en 2001, parce que je crois qu'elle a été intégrée dans la Constitution française depuis 2001. Et donc la deuxième réflexion qu'on a aujourd'hui, qui nous pousse toujours à travailler sur un mode de coopération, c'est d'entrer du coup dans l'économie de la fonctionnalité. C'est-à-dire de dire à nos clients, ben, pourquoi vous êtes propriétaire de votre porte de hall? Est-ce que ça vous sert à quelque chose? Est-ce qu'on ne devrait pas, du coup, nous, avec nos fabricants, réfléchir à construire une porte qui est extrêmement durable avec la durée de vie la plus longue, moyennant le traitement de la CV, une notice d'entretien et un éclaté de manière à pouvoir avoir les pièces détachées et vendre aux clients un contrat clé en main qui à la fois permet au client d'avoir sa porte, la sécurité associée, la maintenance full option. Donc là, c'est plutôt l'idée vers lesquelles on va aller cette année. Et là, on a quelques touches assez intéressantes. J'espère qu'elles aboutiront parce que c'est très, très, très compliqué sur les marchés publics d'aller faire jouer cette innovation, même si vraiment les gens comprennent, hein. Je pense que c'est un sujet de conduite du changement et de changement des habitudes qui est assez compliqué, peut-être plus dans la puissance publique que dans celle du privé. Très bien. Moi, je veux bien la liste de tes clients, hein. S'il faut les former à l'EFC, on peut avoir un rôle à jouer. Mais bravo, en tout cas, pour effectivement cette mobilisation et le fait d'illustrer que l'EFC peut régler aussi des axes coopératifs et des changements de pratiques. Je voulais aborder un troisième axe aussi dans les échanges qu'on peut avoir ensemble, qui est plutôt parler de durabilité. Et déjà, à savoir, toi, en tant que personne, ce que la formation t'a apporté dans un premier temps. Et après, peut-être aussi nous expliquer comment le modèle économique actuel de ton entreprise te permet d'être durable, justement, sur les enjeux du développement durable. Alors, on a cette grande chance aujourd'hui de ne plus avoir de modèle économique, puisqu'on a une raison d'être. Et donc, toute la contrainte qui est la nôtre, c'est comment la raison d'être, nous sommes en capacité, cette boussole du Nord dont je vous parlais tout à l'heure, de la mettre en application avec la contrainte qui est que si on ne gagne pas de l'argent, on meurt, mais qui est une contrainte et pas une fin. Donc, ça change complètement la donne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la vie au quotidien de nos entreprises, ce qui nous intéresse effectivement, c'est la notion de durabilité, c'est-à-dire de dire comment nous pouvons modifier et changer nos modèles à l'aune de la compréhension, d'aller mesurer en termes de durabilité les autres performances de l'entreprise qu'uniquement celles qu'on sait mesurer par le bilan. Je me répète, mais c'est important. Donc d'élargir la conception de l'entreprise autour de ce qu'on pourrait appeler la performance globale. Donc nous, comment on assure la durabilité? Avec nos 15 indicateurs, on a 15 indicateurs en société à mission qui sont globalement, on va dire, pour 10 indicateurs, des indicateurs extra-financiers, des indicateurs d'impact sociaux, sociétaux et environnementaux que l'on mesure, pour lequel nous avons un OTI qui vient nous auditer tous les 2 ans dans le cadre de la loi pour maintenir notre statut de société à mission avec une contrainte forte. Et puis on a mis en œuvre aussi une comptabilité universelle qui nous a permis, grâce au bilan carbone aussi, à pouvoir mesurer notamment notre dette. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le chef d'entreprise, il n'a qu'un bilan, qu'il ne peut mesurer que sa performance économique, il n'a pas les outils pour comprendre les notions de durabilité. À partir du moment où vous lui donnez un tableau de bord ou un outil qui lui permet d'aller choper des indicateurs extra-financiers pour aller mesurer sa performance autre au regard d'indicateurs complémentaires, ça permet au chef d'entreprise d'avoir une boussole différente et de prendre des décisions parfois très dures, mais nécessaires, parce que ce qui le guide n'est plus la performance économique, ce qui le guide, c'est l'étoile du Nord. Au regard des valeurs, valeurs plus étoile du Nord égale ce qui nous guide, et ce qui nous guide doit nous permettre de nous modifier et de nous transformer avec un modèle durable. Je n'ai pas dit que c'était simple, il faut beaucoup de courage, mais en tout cas, on constate qu'avec le temps, avec un peu d'énergie et de volonté, c'est quand même quelque chose qui arrive à se développer, à fonctionner. Très bien. Je rappelle effectivement que en tant que participant, vous pouvez poser vos questions, on va y répondre. J'ai effectivement lu l'une des questions qui a été posée par Sophie, qui est en quoi le FC te permet de te différencier de la concurrence. Si tu peux nous répondre à ça. Ouais, bien sûr, ouais, je l'ai un peu dit, mais qu'est-ce qui nous différencie de la concurrence? Le fait qu'aujourd'hui, on explique à nos clients qu'on n'est plus là pour gagner de l'argent.
Bon, déjà, on les interpelle, parce que les appels d'offres, hein, c'est encore malheureusement aujourd'hui 60% le prix et 40% le technique. Donc on se bat pour changer la donne et dire que si on souhaite avoir un modèle économique durable en écosystème d'un territoire avec ses clients, on doit modifier les critères de mesure. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on prend notre plus gros client aujourd'hui, qui est la SHLM de l'Oise, nous l'avons pris, c'est à peu près 40% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui, nous avons pris ce client grâce au statut de société à mission et grâce à toutes les cases RSE, à l'engagement de responsabilité sociale, sociétale et environnementale qu'on a mis en œuvre sur la gestion des déchets, je l'ai dit, mais aussi sur la question du social, notamment avec les clauses d'insertion dans les marchés publics, où on a développé tout un module de formation, où on a travaillé à la santé des salariés, où on a travaillé à la mutuelle, notamment la prise en charge beaucoup plus importante que la convention collective, le paiement des heures supplémentaires, mais aussi on a créé un module de formation. On a un petit bonhomme avec une petite feuille qui pousse sur la tête. L'idée étant de regarder comment on pouvait remettre de l'ascenseur social pour prendre des gens en situation de difficulté sociale en insertion sur des contrats de pro ou des contrats en alternance, avec notamment l'économie sociale et solidaire, et d'avoir un parcours. Et aujourd'hui, on a construit un parcours sur 11 ans. On remet de l'ascenseur social et on permet aux gens de se projeter. Donc c'est aussi une force d'attraction d'être dans cette durabilité de son modèle. Ça va permettre aux collaborateurs de dire, si je reste dans cette entreprise, je suis là aujourd'hui, voilà où je pourrais être demain, avec les entretiens professionnels de progrès que l'on a calés. Donc c'est tous ces dispositifs-là, en fait, qui font qu'on se démarque de la concurrence, parce bien sûr qu'on va parler à un moment donné du prix. Bien sûr que les gens ils vont cocher la case. Mais après, ce que retiennent nos clients, c'est pas le prix chez Janus. C'est que c'est une entreprise où la finalité, elle n'est pas économique, qui prend soin de ses clients, de son territoire, de la planète, du vivant, et que donc cette entreprise-là, on a peut-être envie de la soutenir, et peut-être que sur une offre équivalente et étale, la différence, elle passe par cet engagement-là, qui est un engagement extrêmement, je trouve, fort, extrêmement engageant, et qui, globalement, si je la fais courte, fait que nous sortons du greenwashing ou du social washing. Vous pouvez aller voir sur notre site janusfrance.fr, vous verrez, on est tout à fait transparent. La société à mission, vous avez une obligation parce que la loi a prévu un recours au tiers qui permet que si quelqu'un dans votre écosystème, même extérieur de loin l'entreprise, voit que vous vous comportez mal, peut vous dénoncer, vous pouvez perdre votre statut de société à mission. Et donc, vous avez une obligation, ce que je trouve extrêmement forte, de dire ce que vous faites, mais surtout de faire ce que vous dites. Et cet alignement, cette forme de congruence, d'équilibre entre ce que je dis et ce que je fais, c'est aussi quelque chose que permet, à mon avis, l'EFC, et d'entrer du coup dans un mode de relation avec vos parties prenantes où vous n'êtes pas dans le mensonge, où vous n'êtes pas dans la moins-disante, où vous êtes plutôt dans le mieux, dans le plus, dans quelque chose qui est constructif et qui est plus agréable qu'uniquement on va les tirer sur le prix, ou derrière on va cramer un fournisseur, on va mettre le fouet sur ses collaborateurs, la productivité dont tu parlais tout à l'heure. Bien sûr que ça rentre en ligne de compte, mais ce n'est pas les objectifs principaux que l'on se fixe. Donc voilà un petit peu des éléments de différenciation. On sent votre engagement, Michel, et justement qui est salué. Je ne sais pas si vous voyez dans le chat. Et justement, pendant qu'on est sur cette partie-là, on nous demande dans le chat quelle genèse à la base de votre engagement. On sent là votre engagement à vous, mais est-ce que c'est un engagement personnel? Quelles premières étapes et puis quels facteurs clés de réussite pour engager la transformation? Est-ce que vous avez quelques éléments de réponse? Ouais, c'est un parcours de militant entrepreneur qui, depuis, on va dire, l'âge de 20 ans, mène ses justes combats. Moi, j'ai eu l'occasion très jeune, à 23 ans, de rentrer au CJD, le Centre des jeunes dirigeants, qui est une association qui réunit aujourd'hui dans une quinzaine de pays et dont en France 5500 chefs d'entreprise, et qui a construit dès 2000 le concept de performance globale dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un copyright qui appartient au Centre des jeunes dirigeants. Et donc, j'avais déjà, dès 2000, été confronté à une inadéquation sur le fait que l'entreprise n'existait pas dans le droit et sur la mesure de la performance. Donc, si vous préférez, naturellement, ces sujets-là de la transition et de la transformation, j'ai été baigné depuis que j'ai 25 ans, donc ça fait à peu près 25 ans, qu'aujourd'hui j'ai le double, j'ai 50 ans. Ça fait 25 ans que je suis baigné. Et donc, moi, j'attendais effectivement la coopération sur un territoire avec ce qu'a proposé le réseau Alliance, Atémis et la communauté d'agglomération du Beauvaisis, pour vraiment avoir, comment dire, à la fois
un support juridique qui est le statut de la loi Pacte de la société à mission et à la fois un écosystème favorable pour que les gens prennent conscience qu'il fallait changer de modèle. Et que le modèle à l'ancienne, hein, l'économie linéaire, était un modèle qui était dépassé, était un modèle qui n'était pas contemporain et surtout, ce n'était pas un modèle durable. Et donc, j'attendais ça. Donc, ça a mis assez longtemps, vous voyez. Mais donc, c'est un engagement, on va dire, de tous les instants depuis 30 ans. Donc, ça n'est qu'une suite logique. Ce n'est pas une révolution, si vous préférez, c'est une évolution. Même si il faudrait rêver l'évolution pour qu'on puisse changer les modèles, ça c'est sûr et certain. On partage votre avis. Vas-y, Sébastien, j'ai brièvement interrompu la suite de vos échanges, vas-y. Eh ben, j'allais proposer de passer aux questions. C'est le moment. Allez-y, si vous avez des questions à poser à Michel ou aussi bien à moi concernant les apports que j'ai pu faire en termes de modèle économique, n'hésitez pas. Vous pouvez lever la main ou directement prendre la parole si vous voulez, activer pardon, votre micro, n'hésitez pas, hein, c'est toujours plus chaleureux quand on entend les participants qui ont des questions. Et si vous êtes plus timide, bien entendu, il y a toujours le chat. Est-ce qu'il y a des premières questions? Alors, on vous félicite, on sent l'énergie. Je ne sais pas si vous voyez le chat, mais on sent, vous transmettez c'est l'énergie et votre. Ah, voilà, on a une question en même temps. Alors, je la lis. Quels freins avez-vous rencontrés, qu'il s'agisse d'externes ou d'internes? Est-ce que vous avez des choses à nous raconter en Oh termes là de là, plein. difficultés? Enfin, En fait, il y a rien globalement si on regarde qui pousse à y aller. oui. Il faut vraiment que ce soit chevillé au corps, parce que les freins, vous allez rencontrer tous les freins possibles et inimaginables. La conduite du changement, je vous en ai parlé, hein, mais vous savez bien que nul n'a jamais changé quiconque sauf lui-même. Et il y a déjà beaucoup de boulot à changer soi-même, donc vous ne changerez jamais les autres. On ne changera pas nos clients, on ne changera pas nos collaborateurs, on ne changera pas l'écosystème si on n'est pas capable d'entrer dans l'EFC, c'est-à-dire la compréhension de le faire en coopération où chacun va bouger un petit peu ses lignes. Donc le premier frein, c'est la conduite du changement. Ensuite, vous avez des freins réglementaires. Le statut de société à mission, c'est des obligations réglementaires. Changez vos statuts, votez en assemblée générale, mettre en place un comité de mission. Et l'autre frein que je donnerai à titre d'exemple, parce que j'en ai plein d'autres, c'est les freins économiques. C'est que ça coûte un bras, Mhm. cette histoire-là. Ça coûte très très cher. La comptabilité universelle, la mise en place de quelques indicateurs, 8-9 indicateurs, c'est 13 000 euros de dépenses. Pour une TPE comme nous, de 12 collaborateurs, avec 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est un investissement, mais colossal. Donc il y a le frein juridique, il y a le frein de l'écosystème des parties prenantes, il y a le frein économique, il y a le frein de l'argent. Il faut quand même en avoir conscience. Donc les freins sont multiples. Et donc si vous ne gardez pas encore une fois, cette boussole et cette étoile du Nord qui vous guide quand vous avez à prendre des décisions difficiles, vous pouvez très vite avoir les bras qui tombent et vous laisser un peu dépasser. Et je connais aussi des chefs d'entreprise qui ont engagé ça et qui très vite, malheureusement, sont revenus au réflexe pavlovien et je pense que ce n'est pas une bonne chose. Il faut avoir du courage et avoir la capacité d'être en mode combat. Le combat, pas au sens de la guerre, mais le combat au sens des justes combats pour modifier les modèles et encore une fois, intervenir comme un entrepreneur responsable sur son territoire par rapport à son écosystème. On a une autre question à voix haute. Jean-Sébastien Tronchon, si vous voulez prendre la parole. Je vois que vous avez levé la main. Oui, bonjour Jean-Sébastien Imatera. Merci, merci, merci. C'est trop chouette d'avoir cette bonne dose d'énergie. Nous, on accompagne justement les entreprises qui se mettent en chemin vers cette transfo de modèle. Donc, merci beaucoup. Voilà, ça résonne comme un pionnier extrêmement puissant. Et voilà, donc bravo pour votre engagement. Et j'avais une question par rapport à quand vous parliez de modèle économique, souvent les gens pensent au modèle d'affaires, donc la manière dont vous contractualisez avec vos clients. Vous parliez du modèle de la porte en disant il faut la louer. Là, j'entends que c'est en expérimentation. On comprend en fait que le modèle économique, c'est surtout comment vous organisez tout ça. Qu'est-ce qu'il est qu'est-ce qu'il est, quel est le petit pas le plus simple et qui vous a apporté le plus de valeur dans tout ce changement pour mettre en parallèle un peu la question sur les difficultés et les freins.
Merci encore en tout cas. Merci beaucoup du témoignage, ça me fait plaisir. Alors, ce qui est plus facile pour la politique des petites pas, c'est ce dont les éléments pour lesquels vous êtes seul à pouvoir décider. Donc, par exemple, quand on met en place en 2020, dans le cadre de la loi de l'économie circulaire, la gestion en place, alors qu'on n'a pas l'obligation, puisqu'elle arrive 3 ans plus tard, de la gestion des déchets en 7 flux dans notre entreprise, très très vite on s'aperçoit de la question du plastique. Et donc, on fait un appel d'offres et on trouve un fournisseur, on change de fournisseur qui nous dit, bah, il y a une usine dans le nord, là, sur l'est de la France, qui est une usine allemande, s'appelle VK, et ces gens-là, bah, ils récupèrent du plastique de menuiserie pour les broyer et le réinjecter dans des nouveaux profilés pour fabriquer des nouvelles menuiseries, donc une forme d'entrée en matière sur l'économie circulaire. Et donc, on contractualise avec le fournisseur, on va visiter l'usine, et là, je suis absolument bluffé de voir que le directeur de l'usine nous dit, vous savez, nous, pour faire tourner notre usine, hein, qui a été créée en 2008 en France, nous importons 8000 tonnes de plastique de Grande-Bretagne chaque année, parce qu'en France, le PVC et les menuiseries, on les enfouit. Et donc, on avait l'impression à un moment donné, qui est un truc qui est un peu de réalité, mais une forme de fierté de se dire que la petite TPE Janus France, dans le département de l'Oise, donc cette belle région des Hauts-de-France, a mené une modification substantielle de son organisation. Alors ça coûte de l'argent, hein, parce que quand les salariés ramènent les déchets à l'entreprise, ils démantèlent tout, hein, c'est-à-dire qu'on démonte tout. Hein. Les paumes sur une fenêtre, on va démonter la poignée, les parts closes, les joints, la crémone, et on va séparer le verre du plastique, mais on le fait parce que ça donne du sens. Et c'est aussi un levier pour les collaborateurs à être engagés. Et donc là, c'est quelque chose qui se met en place rapidement et qui nous permet aujourd'hui, grâce aux fabricants qui rachètent les profilés, de vendre à nos clients que les fenêtres aujourd'hui qu'on leur pose, ce sera un petit peu, ou les fenêtres qu'on leur posera demain, ce sera un petit peu le recyclage des fenêtres qu'on dépose chez eux aujourd'hui. Voilà par exemple un exemple assez percutant ou pertinent sur quelque chose que l'on peut faire quand ça dépend que de nous et de notre volonté en interne avec les équipes, et qu'on n'a pas besoin, parce qu'il faut quand même conscientiser que la coopération, ça demande d'avoir un terreau fertile, ça demande d'avoir des gens qui sont prêts à la coopération. Et c'est pas naturel parce qu'on n'a pas été habitué à regarder des petits à l'école, nos enfants sont en compétition. Donc il faut changer complètement le schéma mental pour se dire que bah oui, finalement, 3 entreprises du bâtiment sur un territoire peuvent coopérer pour trouver une solution à un nouveau modèle d'économie de la fonctionnalité et de la coopération qui pourrait être durable en mettant autour de la table toutes les parties prenantes, c'est possible. Je voulais juste aussi rajouter, parce qu'on a parlé des freins, mais je voudrais aussi vous parler un petit peu des leviers, que souvent, je sais bien qu'il y a que les trains qui arrivent à l'heure qui nous intéressent, mais 95% des trains enfin en retard, pardon, mais 95% des trains, lapsus révélateur, de la SNCF sont quand même à l'heure. Mais nous, le fait qu'on soit société à mission nous a permis tout de suite d'être identifiés dans un écosystème d'entreprises qui sont un peu précurseurs et innovateurs. Et donc très vite, BPU sont venus nous voir. Et on a été coq vert. Et donc très vite, BPI nous a dit, bah, attendez, il y a un plan France Relance en 2020, post-Covid, et vous avez un tremplin indemne. Juste pour vous dire que le modèle de transformation environnementale de l'entreprise, purement sur l'axe environnemental grâce à l'ADEME, nous avons pris au taquet, sur 434 000 euros d'investissement, 200 000 euros d'aide. Ça, c'est un vrai levier. D'être reconnu comme un acteur engagé par des structures comme la BPI vous permet d'avoir près de, enfin nous on était limité à 200 000 du fait de notre taille, on aurait pu avoir plus, mais 50% de la totalité de ce que vous faites au profit de la planète, du vivant et de l'écosystème est financé par le plan France Relance. Donc là aussi, il y a des leviers pour les entreprises innovantes, c'est d'aller chercher ce type de fonds qui permet, forcément, vous l'avez compris, d'accélérer votre transition. Merci beaucoup pour tous ces apports. Est-ce qu'on a d'autres Non, on salue votre engagement. On donne aussi l'exemple donc Jean-Sébastien continue de donner l'exemple de Christian Bruer de Maubion, un entrepreneur très engagé dans l'Oise,
donc à discuter, à échanger. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Bon, il est 57, donc je pense peut-être qu'on peut commencer à conclure. Sébastien, je ne sais pas si tu as envie de partager les prochains rendez-vous, peut-être. Oui, je souhaite plutôt partager les prochaines dates qui vous permettent de continuer, en fait, au-delà d'illustrer les propos de l'EFC, à les mettre en pratique. Et ça tombe bien, Jean-Sébastien Tronchon, qui est intervenu chez Imatera, propose avec Réseau Alliance effectivement une prochaine date pour venir secouer votre modèle économique. Ça se fera sur une matinale le 17 novembre prochain. On aura aussi effectivement dans le cadre des sujets autour des modèles économiques, des clubs de dirigeants qui prendront place à la fois pendant le temps du World Forum, mais je laisserai Léonore vous en dire un peu plus sur ce sujet. Une date à retenir le mardi 21 novembre et une autre le jeudi 14 décembre. Avec effectivement un temps, un espace de bienveillance entre pairs pour échanger autour des sujets de l'engagement en tant que dirigeant. Et une date, enfin plutôt même 2 dates à retenir, qui sont le 19 et 20 décembre prochain, avec le démarrage d'un parcours lié à la transformation de business model pour le rendre plus durable et responsable. Et la première étape étant un sas de déformation qui prendra place dans nos locaux avec l'aide d'Atemis. Juste, excusez-moi, je vous coupe la parole, mais faites-le, ce sas de déformation, il est vraiment puissant pour l'avoir vécu. Faut vraiment s'engager, vous êtes accompagné, vous partagez avec vos pairs, vous sortez de votre isolement, c'est parfois difficile. Quand un dirigeant ne fait pas, souvent, c'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il sait pas ou qu'il voit pas. Ben là, vous allez avoir l'occasion de pouvoir comprendre, conscientiser, être accompagné, sortir de votre isolement. Engagez-vous, venez nombreux, c'est extrêmement important pour vous. Merci beaucoup Michel. Prochain rendez-vous, Sébastien en parlait, donc on est ce jeudi 19 octobre à Saint-Omer pour une petite édition du World Forum sur l'efficience écologique qu'on propose en collaboration avec la CAPSO, la communauté de communes de Pays de l'Imbre, et ça se passera à la station, donc à la gare de Saint-Omer. Je pense qu'on a perdu Léonore. Rendez-vous. Ah non. Pardon, on m'a perdu. Non, on t'a perdu un petit Et moment. non, sur le webinaire, c'est pas grave. La principale information reste le World Forum des 21 et 22 novembre qui se passera à la Cité des Échanges, où là, on revient à un World Forum tel que certains le connaissent, avec une programmation de conférences internationales, des workshops, bien évidemment. On a un bar à label, des salles de jeu. On a un temps fort à destination des enfants pour la première fois. Donc voilà, les inscriptions sont ouvertes depuis la semaine dernière et on vous attend éventuellement très nombreux sur ce World Forum. Merci beaucoup Michel, merci beaucoup Sébastien, merci à tous les participants. C'était très intéressant et merci à tous les deux, notamment Michel, de votre engagement qu'on sent sincère et qu'on sent passionné. Donc merci beaucoup. Merci à tous et puis à bientôt. À bientôt et bon appétit à toutes celles et ceux qui vont aller déjeuner. Merci Merci beaucoup. beaucoup. À très Merci. vite. Au revoir. Ciao, Au ciao. revoir.